Et bonjour les amis, avant de commencer, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour 2026. Je vous souhaite une année pleine de belles choses, de prise de conscience, de douceur et surtout de ce qui fait sens pour vous. Encore un grand merci pour votre présence, vos vues, vos commentaires. Ils me touchent profondément et donnent tout sens à cette chaîne. Pour cet épisode 11, je vous emmène à la rencontre de Frédéric Stéphane, créateur de Design Humain pour tous. Il va nous faire découvrir ce qu'est le design humain, cet outil puissant de connaissance de soi qui permet de mieux comprendre notre fonctionnement, nos choix et notre manière unique d'être au monde. Je n'en dis pas plus pour que vous découvriez par vous-même les différents champs de cet outil. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Frédéric, bonjour. Bonjour Fabricia. Déjà un grand merci Frédéric d'avoir accepté mon interview et d'être venu jusqu'à moi, c'était pas une obligation. Merci aussi parce que vous m'avez fait un joli cadeau, mon rapport de design humain, et que j'ai pu regarder hier soir, et on en discutera justement à la fin de cette interview. Donc on va commencer, je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Donc, je m'appelle Frédéric Stéphane, je suis ingénieur dans l'imprimerie depuis plus de 25 ans. Ah oui. J'ai la chance d'exercer un travail qui me passionne quand même dans l'imprimerie. Mais depuis que j'ai 11 ans, je me pose des questions métaphysiques, des questions existentielles sur ce que nous sommes. Et mon parcours de vie, à 49 ans, m'a fait basculer dans une interrogation encore plus importante. Et de fil en aiguille, je suis tombé dans la numérologie en premier il y a 3 ans. Et peu de temps après, 2 mois après, je suis allé voir ce qu'était le design humain. Et ça m'a parlé, ça m'a plu. Et j'y ai répondu. Alors on verra un peu avec le type. Je suis générateur, il faut que j'attende que la vie me suggère des choses et que j'y réponde avec mon sacral pour dire ouais, ça c'est pour moi, j'y vais. Oui, donc comme quoi les choses se sont bien faites au final. Voilà, tout à fait. Ok, donc numérologue, vous vous intéressez au design humain. Design humain, et depuis ce Noël, j'ai commencé à apprendre les clés génétiques, et depuis cet été, je démarre un accompagnement aussi en clés génétiques. Voilà. D'accord, donc les clés génétiques pour moi, basique là, mon côté cartésien, forcément des clés qui nous appartiennent par rapport à notre famille. À notre incarnation, voilà. C'est basé sur le design humain. Donc les amis, Frédéric va vous présenter tous ces outils. En fait, on peut dire que c'est des outils de connaissance de soi. Voilà. Un peu de développement personnel quand même pour le design humain et la numérologie. Et les clés génétiques, là, on est vraiment dans un outil purement développement personnel. Donc c'est vraiment pour mieux se connaître, peut-être mieux s'aligner, comprendre notre fonctionnement avec nous-mêmes et avec les autres. Donc on va partir sur le fondateur. Voilà, donc moi j'ai fait mes petites recherches hier, donc c'est un monsieur. Tout à fait. Qui à la base a une vie normale, de ce que j'ai lu. Oui, puis il a une rupture de vie à un moment. C'est ça. Voilà, donc il va s'isoler au Baléares, je ne sais plus sur quelle île. À Ibiza. À Ibiza, voilà. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il reçoit un message d'une voix qui commence à lui dicter des choses. Donc au départ, ce qu'il explique, c'est que il a commencé à noter, mais c'est pénible de noter pendant 8 jours et 8 nuits plein de choses. Donc à un moment, il a voulu arrêter, mais quand il a arrêté, il avait des douleurs ingérables au niveau du corps, du mental. Donc il a dû tout noter pour commencer à construire tout cet outil de connaissance de soi qu'est le design humain. Voilà. Et donc il a commencé à le mettre en forme de manière écrite pour lui, mais il a toujours transmis de manière orale. Donc dans toute sa pratique, on va dire début des années 90 jusqu'à 2010-2011, son décès, je ne sais plus quand c'est exactement, il a transmis le design humain de manière orale à travers différentes conférences. C'est ça, il est mort en 2011, voilà. Frédéric, et il s'appelait en fait Robert Alan Krakower. Tout à fait. Mais en fait, il y a ce fameux nom. Ra-ou-rou. Ça par contre, ça m'a énormément perturbé. Vous n'aurez pas plu dans un côté trop perché? Je pense peut-être, ou ce côté un peu trop... mystique. Ouais, mystique, peut-être on peut le voir presque comme un gourou suivant comment on analyse la chose. Si j'avais pas connu le design humain avant Ra-ou-rou, je pense que j'y serais pas allé. Concrètement, une personne vient vous voir, il vous faut quoi? Sa date de naissance? Ah oui, alors pardon, il faut la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, comme en astrologie en fait. D'accord, ok. Voilà. Mais je me connecte à une base de données, on va dire mondiale. Cette base de données me donne accès au positionnement de planètes qui me permet de calculer, de définir le schéma de design humain, de définir son type, son autorité, parce que quand on parle de design humain, il y a le schéma de design humain, mais ce schéma-là
nous permet de définir de quel type on est et quelle est notre autorité. C'est un schéma un petit peu spécial, donc il faut expliquer aux gens comment il se construit. On a tous un schéma différent, donc je l'accompagne toujours du mandala de design humain. Donc le mandala, c'est comme une roue astrologique dans lequel il y a le positionnement des planètes. Simplement, les planètes, au lieu d'être définies par un angle style 270 degrés pour la Lune et 30 degrés pour le Soleil, c'est défini par un positionnement dans une porte. Donc une porte, c'est quoi? La roue astrologique est divisée en 64 portes. Et en fait, le positionnement des portes reprend, on va dire, la géométrie du Yi-King. Le Yi-King, c'est un art divinatoire chinois. Ouais, complètement. Donc il y a une roue avec 64 hexagrammes. Et en fait, les 64 portes de design humain reprennent les positions dans l'ordre du Yi-King. Simplement, le positionnement par rapport à l'astrologie et les planètes a été défini d'une manière à ce que tout coïncide correctement. En design humain, il y a 13 planètes. Je ne vais pas les détailler, mais ce qui a surtout la particularité, c'est qu'il y a une deuxième date. C'est-à-dire qu'il y a notre date de naissance où on a 13 positions de planètes. Et on a une colonne qui s'appelle design, qui est en fait une date prénatale selon le design humain, simplement de la manière dont il nous le présente. Moi, je préfère dire que c'est la date de l'incarnation de notre âme dans le corps. Voilà. Mais quelque part, clairement, moi qui commence à qui pratique le design humain depuis plus de 2 ans maintenant, je m'aperçois à quel point c'est juste. C'est-à-dire s'il n'y a pas les deux dates avec les deux colonnes personnalité et design qui activent des portes différentes, et du coup notre schéma ne serait pas correct. Alors Frédéric, il me semble qu'il y a 9 centres dans le design humain. Tout à fait. Voilà. Donc le design humain nous explique qu'à la découverte d'Uranus et de Neptune, l'être humain est passé de 7 centres énergétiques, les 7 centres énergétiques qu'on connaît à travers les chakras, à 9 centres. Et en fait, le chakra du cœur s'est séparé en 2 centres, donc le centre du soi et le centre du cœur. Il y a 2 traductions qui existent, je préfère la traduction soi et cœur plutôt que j'ai et ego. Voilà, c'est un choix personnel. Oui, mais je comprends votre... Non, mais je comprends, parce qu'effectivement, quand on parle d'alignement, on délaisse l'ego. Voilà, et alors le deuxième centre qui s'est séparé, c'est le chakra du plexus solaire, qui s'est séparé en 2 centres. Donc dans la traduction que j'utilise, il y a le centre de la rate qui gère notre bien-être et nos intuitions, et le centre des émotions qui gère notre façon de gérer nos sentiments et nos émotions. Voilà. Mais donc juste pour donner le nom genre, il y a la couronne. Alors voilà, la couronne, c'est tout en haut de notre schéma énergétique. La couronne. Voilà. L'intellect. L'intellect qui est aussi appelé Ajna, puisqu'Ajna c'est le mot pour le 3e œil en hindou. D'accord. Voilà. La gorge. On a la gorge. Le soi. Voilà, le soi et le cœur qui sont les 2 centres énergétiques équivalents au chakra du cœur. La rate du coup. La rate, le centre des émotions. Sacral. Qui est le chakra sacré. Et la racine qui est l'équivalent du chakra racine. Voilà. Alors, suivant notre charte de design humain, ces centres sont définis ou non définis. Ils sont colorés ou non colorés. Et j'ai toujours la question, mais est-ce que le but du jeu c'est qu'ils soient tout colorés, tout ouverts, parce que les gens font justement référence aux chakras où il faut essayer que nos chakras soient ouverts. Et je leur explique, non, on est dans 2 paradigmes complètement différents. Vous pouvez continuer à travailler vos chakras, ça vous fera du bien. Par contre, dans le design humain, vos centres sont définis ou non définis, et c'est ce que vous êtes. Et ce qu'il faut pour que vous soyez bien et épanoui dans la vie, c'est que vous respectiez la définition de vos centres. Voilà. C'est ça. Je prends toujours le centre de la racine pour exemple, parce qu'il est très parlant. Quelqu'un qui a la racine définie va agir de manière très rapide, va passer à l'action de manière très rapide. Voilà, c'est quelqu'un qui gère très bien le stress et qui va. L'inconvénient, c'est que ces personnes-là vont avoir tendance à démarrer plein d'activités. Mais en démarrant plein d'activités, ils vont forcément pas pouvoir les finir. Donc ce que nous apprend le design humain, c'est de respecter notre type et notre autorité avant de démarrer des activités. Pour ne démarrer que les activités qui seront bonnes pour nous. C'est ça, voilà. Donc de ne pas tout lancer, de ne pas tout accepter. Voilà, et à l'inverse, quelqu'un qui a la racine non définie comme moi, je suis très long à la détente. Les racines non définies sont très longs à la détente. On met du temps à passer à l'action. Oui, mais quand vous y allez, vous y allez. Quand on y va, on y va. Le risque pour nous, c'est de ne pas démarrer quelque chose. Ah, d'accord. Et du coup, on doit utiliser notre type et notre autorité pour se forcer à démarrer les choses qui sont bien pour nous. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne définition. Il faut juste comprendre sa définition
Par contre, je trouve que c'est bien, Frédéric, et merci pour ça, parce que moi, la première fois que j'ai eu du design humain, donc ça remonte à ma formation maintenant il y a 2 ans, bah c'est bien de le dire, moi je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas tout coloré, qu'est-ce qui Oui, va oui, pas chez moi? Et en fait, c'est ensuite que vient de la réflexion qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise il n'y a pas réponse, de bonne il y a ou mauvaise réponse. simplement qui on est et sur quoi on va pouvoir peut-être travailler Tout pour à mieux se fait. comprendre. Ok, donc on a vu les centres. Hmm. Alors une fois qu'on a les sens et qu'on connaît s'ils sont définis ou non définis, on peut définir le type. Voilà. Donc il y a 5 types. On va partir à la limite par le plus simple, ils sont que 1%. Mais les personnes qui n'ont aucun centre coloré, donc aucun centre défini, sont des réflecteurs. D'accord. Voilà. Donc il y a à peu près 1% de personnes qui est Alors réflecteur. réflecteur, pour Ce moi, sont... Frédéric, sans rentrer dans les détails, moi j'aime bien jouer à ce jeu de Oui. piste. Le réflecteur, moi, c'est quelqu'un qui récupère le truc des autres et qui va refléter. Alors, tout à fait. Donc l'inconvénient pour un réflecteur, c'est qu'ils ont énormément du mal à comprendre qui ils sont. Ah. Parce qu'ils n'ont aucun centre défini auquel se raccrocher pour connaître vraiment qui ils sont. Et comme vous le dites, ils reflètent les centres définis des autres. Ouais, Donc réflecteur, ouais. du coup, ils vont aider les autres à être pleinement eux-mêmes. Donc un réflecteur est dans son entourage, avoir un réflecteur c'est super parce que il va aider la personne à être pleinement à elle-même dans ses centres définis. L'inconvénient c'est que le réflecteur peut s'identifier aux autres et c'est ce qu'il ne faut surtout pas qu'il fasse. Alors le design humain pour un réflecteur c'est un peu un outil de dire ouah finalement j'arrive à me comprendre un petit peu mieux. Alors, c'est pas parce qu'un réflecteur aura lu son rapport design humain, aura étudié, qu'il se comprendra mieux, mais déjà, il comprendra sa différence. Parce que quand on est 1% et qu'autour de nous, il y a 99% Bah oui. qui sont différents, Non, mais c'est bien de le savoir, du coup. Voilà. Après, si on passe aux autres centres, donc quand on a un sacral de défini, donc le centre sacral, s'il est défini, on est soit générateur manifesteur. Voilà. C'est ça. Pour savoir lequel des deux on est, on regarde le centre de la gorge. Si le centre de la gorge est défini et connecté à un centre moteur, il faut qu'il y ait les deux, on est générateur manifesteur. Si le centre de la gorge est défini mais n'est pas connecté à un centre moteur, ou s'il n'est pas défini, on est générateur. Voilà. Centre moteur, on a le centre de la racine, le centre du sacral, le centre des émotions et le centre du cœur. Voilà. Si la gorge est connectée à un de ces 4 centres, on est générateur manifesteur. Voilà. Si le sacral n'est pas défini, donc vous avez 2 cas de figure, soit projecteur, soit manifesteur. Les projecteurs, ils n'ont pas le sacral défini et ils n'ont pas leur gorge connectée au centre moteur. Ok. Et les manifesteurs, eux n'ont pas leur sacral défini. Par contre, leur gorge est connectée à un centre moteur. Ok. Frédéric, je vais vous demander, alors moi je suis très spontané, ils me connaissent, hein, les petits amis. Est-ce que vous avez l'exemple d'une personnalité par exemple, qu'on puisse se donner une idée? Un projecteur connu, quand j'ai vu son schéma, je me suis dit c'est un peu normal qu'il fait tout ça. Napoléon est un projecteur avec une autorité qui est dans le centre du soi, puisqu'il a juste sa gorge et son centre du soi défini. Donc en fait, son centre du soi l'a guidé pour faire tout ce qu'il a fait. Mais tout ce qu'il a fait, voilà. Ouais. Après, il s'est laissé déborder et il n'a pas su gérer des choses. Mais en fait, tout ce qu'il a pu faire, c'est aussi grâce à ses autres centres. Ensuite, avec ces 2 centres équivalents plexus solaire, centre des émotions et centre de la rate non défini, il n'était pas lié à il n'agissait pas par rapport à ses émotions, il n'agissait pas par rapport à ses peurs. Donc du coup, il agissait plus en conscience. Bon, centre sacral non défini, peu d'énergie pour faire les choses, mais il avait autour de lui plein de gens pour faire les choses, donc ça c'était pas un souci. Cœur non défini, alors je connais pas assez bien la vie de Napoléon, mais globalement, malgré son centre, on peut se dire, bon, il est monté, il a un ego surdimensionné. Normalement, quelqu'un avec un cœur non défini n'a pas d'ego surdimensionné. Voilà. Donc je pense, c'est les événements qui l'ont amené à cette position d'empereur, que peut-être au départ il ne cherchait pas, il était juste caporal d'artillerie au départ. Voilà, il est devenu empereur. Et ensuite, couronne non définie, intellect non défini, ça lui a permis de pouvoir, on va dire, ne pas être perturbé par trop de pensées parasitaires et vraiment être concentré sur la tâche qui s'est donnée d'essayer de redresser la France après une révolution qui aurait pu tomber dans une superbe république, mais malheureusement les partis politiques se sont déchirés, ça a été presque l'anarchie. Donc il a fallu quelqu'un avec, on va dire,
quelque part une voix intérieure. Moi j'aime bien parler du centre du soi comme une voix intérieure qui nous dit quoi faire. Oui, puis il Pour avait un aller dans prisme, une hein. Moi direction. c'est quelqu'un, un personnage que j'aime Voilà, beaucoup. Il et avait voilà, ce prisme d'engager les gens et tout à fait. de se faire engager les gens et les prendre avec lui. Ça Voilà. vraiment, Napoléon, je pense que c'est quelque Et le chose, voilà. projecteur, justement, c'est projeter la lumière sur les différentes personnes pour que chacun utilise ses bonnes compétences. Mm. Donc un projecteur, par exemple, en entreprise, un manager projecteur va être, on va dire, va avoir une équipe plus efficace quelque part. Je ne dis pas qu'un manager générateur ou générateur manifesteur n'aura pas son équipe efficace, mais il aura moins de facilité à reconnaître les compétences de ces différentes personnes qui l'encadrent pour les utiliser au mieux. Ou peut-être, parce que alors moi je suis générateur et j'ai managé beaucoup de gros services, utiliser d'autres outils. Voilà, Notamment alors, le disque pour moi, où on peut repérer en tout cas la façon de fonctionner. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière pour gérer mes équipes. Donc ça, c'est les 5 types. les 5 types. Voilà, et ensuite on a l'autorité. Donc l'autorité c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de décider pour nous ce qui est bon pour nous. Et le design humain nous apprend qu'il ne faut surtout pas décider avec notre mental, donc décider avec notre intellect si on l'associe en centre énergétique. Il faut décider, faire nos choix à partir de nos centres énergétiques. Alors là, Frédéric, je vous arrête. Pour moi, je vais faire un pont. Moi, par exemple, qui suis très intuitive, très animale, c'est-à-dire que pour moi, c'est ma petite voix. Voilà, est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous? C'est un ressenti. Alors, ça va dépendre de nos centres énergétiques. Je vais les prendre dans l'ordre, ça D'accord. sera plus facile. Donc, d'abord, on regarde si notre centre des émotions est défini. Si le centre des émotions est défini, on doit respecter cette clarté émotionnelle que j'évoquais tout à l'heure pour moi. C'est-à-dire qu'on ne doit prendre aucune décision sous le coup de l'émotion. Ça, c'est une règle à respecter, sinon c'est une catastrophe. Et souvent, on sent des émotions définies. Il va réagir à la situation, il va s'énerver, il va s'emporter, parce qu'il prend une décision et de réagir et c'est pas bon. Voilà. Quand c'est des émotions négatives, on arrive toujours à comprendre que c'est pas bien de le faire. Mais je dis toujours aux personnes, attention, si vous avez trop d'émotions positives, vous êtes trop content par rapport à quelque chose, c'est pas normal, c'est pas bon pour vous. Bah, Frédéric, vous me faites rire parce que. Non mais c'est fou le pont qu'on fait entre les interviews. Je ne savais pas, hier Thierry me disait, donc médecine traditionnelle chinoise, il n'est pas bon d'être trop heureux, trop content. Il me disait mais ça, comment c'est possible? Et en fait il m'a décomposé, et en fait ça relie complètement ce que vous dites aujourd'hui. En disant que ça avait un effet pervers en fait. Tout à fait. En fait, quelque part, cette joie qui s'extériorise, je pense, va dans une direction qui essaye de combler un manque. Et en fait, ce qui est bon pour nous quand on a cette autorité de la clarté émotionnelle, c'est de faire quelque chose qui est naturel pour nous. Et quand on fait quelque chose qui est naturel pour nous, on n'a pas une joie exubérante qui sort de nous, on n'exprime pas une émotion. La joie, elle est à l'intérieur. On est bien parce qu'on fait quelque chose qui est naturel pour nous. Voilà. Et moi, je me rappellerai toujours, quand j'ai démarré la numérologie, j'ai démarré par rédiger mon propre thème. Et quand je l'ai fait, j'ai ressenti aucune émotion. J'ai ressenti que c'était naturel pour moi de faire de la numérologie. J'aurais dû être super content. Ouais, t'as trouvé ta voie. Non, je l'ai fait de manière naturelle. Ouais, je comprends. Et je me rappellerai toujours ce truc-là, sans émotion. Voilà. Pourtant, j'avais trouvé quelque part une voie, parce que j'ai une petite voix qui me disait que je devais aller dans une direction depuis très longtemps. J'ai jamais trop compris et j'ai jamais trop su vers où ça allait amener. Maintenant, j'ai compris. Mais en fait, je le fais sans émotion. Voilà. Oui, mais je peux l'entendre et je le comprends. Et c'est naturel. Et je prends toujours l'exemple des artistes qui vont faire leur œuvre d'art et tout. Ils n'expriment pas des émotions. Ils sont plongés dans leur truc, ils sont dans leur instant, ils font leur œuvre, ils sont contents de faire leur œuvre. C'est naturel pour eux. Mais ils ne sont pas dans une exubérance de joie, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà. Et alors, l'autre côté de la clarté émotionnelle, on gagne au loto, on est super content, voilà. Aucune décision, surtout, aucune décision, on attend. On attend que la vague émotionnelle de joie passe, et après on peut prendre des décisions de qu'est-ce qu'on fait de son argent. Oui, voilà, vous ne prenez pas la Ferrari, les gars, vous n'êtes pas les villas de fous. On le voit tous dans les journaux, des gens qui ont gagné au loto et qui ont dilapidé leur fortune n'importe quoi en quelques années. Alors après, il y a des gens qui n'ont pas ce sens des émotions non définies, et du coup, qui ne vont pas justement avoir une super joie de gagner au loto, d'autres qui vont rester naturels et qui vont pas changer. Voilà. C'est ça.
Ok. Alors, après le centre des émotions non défini, on a le sacral. Donc, si notre centre du sacral est défini, on est générateur, manifesteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, on sait répondre à la vie. Par oui ou par non, mais pas par oui ou par non avec notre mental. Par oui ou par non avec nos tripes. Ouais, j'aime bien dire les tripes à la place du sacral. Donc un générateur comme moi doit attendre que la vie lui suggère des choses. Moi, je ne suis pas allé vers la numérologie, c'est la numérologie qui est venue vers moi. Donc, répondre à la vie nous fait des propositions. Un ami veut nous inviter à quelque part. On voit une annonce d'emploi, par exemple. Là, à l'intérieur de nous, il y a ce sacral qui va savoir répondre. Voilà. Ça, c'est répondre à la vie. Oui, Donc, moi j'appelle ça, puis c'est bien que vous dites le mot trip. Moi je parle beaucoup de ça vibre ou ça vibre pas. voilà. Et ce qu'on sait faire quand on est générateur ou générateur manifesteur, c'est répondre par des questions par oui ou par non. Je prends toujours l'exemple du repas. Si on nous dit qu'est-ce que tu veux manger ce soir, oh là 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 là, on répond toujours qu'est-ce qu'il y a. Et quand on nous dit qu'est-ce qu'il y a, là, notre sacral sait répondre. Si on nous dit il y a du rôti, il y a de la salade, on sait répondre oui ou non. Voilà. Le générateur sait répondre oui ou non très facilement. Une question ouverte, le générateur a beaucoup, beaucoup plus de mal. Voilà. C'est son mental qui va répondre à la question ouverte. Et du coup, ce n'est pas forcément la bonne réponse qu'il va faire. Voilà, là on était dans le sacral, maintenant on va voir la rate. Parce que quelqu'un qui a la rate définie est quelqu'un qui a énormément d'intuition. Mais cette intuition, elle est là pour le protéger. Elle n'est pas là forcément pour le guider dans une direction, elle est là pour le protéger. Quelqu'un qui a la rate définie, souvent il va arriver dans un lieu et il va ressentir une énergie qui n'est pas bonne pour lui. Et il va dire, faut pas que je reste. Sauf que quand on a été invité par des amis, c'est pas facile de dire excusez-moi, je ne suis pas bien, je m'en vais. Et des fois, la personne va rester. Et si la personne reste, eh bien, il peut se passer une intoxication alimentaire, par exemple, une altercation avec quelqu'un, voilà. Il peut se passer quelque chose qui ne sera pas bon pour son bien-être. Voilà. Ça marche aussi dans les relations. Moi, j'ai un patient qui était manifesteur, quelqu'un qui est venu consulter, qui est un jeune homme manifesteur, avec cette autorité de la rate, autorité de l'intuition de la rate, qui m'a dit j'étais en couple avec quelqu'un, ça se passait bien. Puis quand elle m'a dit ça serait bien qu'on s'installe ensemble, j'ai eu une alerte, j'ai eu non qui est arrivé. Voilà, j'ai eu une intuition qu'il fallait pas le faire. C'était un Tanguy, Frédéric. Mais en fait, son mental a dit ça se passe bien entre nous, pourquoi tu t'installerais pas avec? Et il est allé au mental. Il m'a dit quelques mois après, c'était la catastrophe dans notre couple. Sarah l'a prévenu d'un danger, mais comme c'était pas rationnel, son mental est venu court-circuiter. Ouais, je comprends. Et son je plaisante. Oui, je sais. Je plaisante toujours dans mes interviews. Voilà. Donc cette rate alerte des dangers et c'est pas forcément facile d'écouter sa rate définie parce que c'est irrationnel. Voilà. Ça ne sait pas expliquer pourquoi et des fois le mental il comprend pas du tout. Le mental il aime rationaliser les choses. Donc quand c'est irrationnel, il y a cette confrontation entre mental et rate qui peut perturber la personne dans Ouais, mais je suis complètement d'accord. Mais en fait, moi, je viendrais surtout à dire que ça rejoint tout ça. C'est que plus on travaille sur soi, plus on avance dans la vie, plus on évolue. Et tous ces appels, parce que moi je suis très instinctif et j'ai eu des gros appels qui me disaient non, 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 non. Et j'y suis allée quand même, mais par conscience. Je savais que c'était pas bien, mais j'y allais quand même. Maintenant, plus je vieillis et plus je m'aligne, maintenant, dès que j'entends la sonnette d'alarme, c'est non. Et je pense qu'il y a aussi le chemin de la vie, de la maturité, un tas de choses qui fait qu'on s'écoute de plus en plus. L'avantage, c'est que si vous enseignez à quelqu'un de jeune, ça lui permet de s'écouter complètement. Et du coup de progresser beaucoup plus. Voilà, moi il m'a fallu 50 ans avant de commencer. Il n'y a pas que vous. À m'aligner à moi-même. Et encore de temps en temps, je ne fais pas vraiment ce que je voudrais faire parce qu'il y a les prérequis de la société, des choses. Voilà. Mais on commence à mieux s'aligner. Voilà. Non, c'est sûr. Par contre, je suis d'accord avec vous, au plus tôt on s'y intéresse, et au plus tôt, effectivement, on peut commencer à travailler tout doucement sur soi. Voilà. Donc après, on passe au centre du cœur. Ok. Donc quand il est défini, il faut écouter la volonté de son cœur. Alors je dis toujours attention, la volonté de son cœur, pas la volonté du mental. Voilà. Quand quelqu'un qui a un cœur défini, s'il fait quelque chose, on va dire pour faire plaisir aux gens, mais qu'il n'a pas vraiment envie de faire, ça va être un véritable boulet. Moi, avec le recul, moi qui ai un cœur défini, je le vois, quand je suis allé faire des choses pour faire plaisir, je suis un boulet. Bon, il
faut me traîner derrière. Voilà. Et c'est pas bien, parce que c'est pas bien pour l'ambiance du groupe, du collectif. C'est pas bien pour soi et c'est pas bien pour les autres. C'est pas bien. Donc il faut arriver à écouter cette volonté et pas se forcer à faire les choses. Voilà, quand on a un cœur défini, il ne faut pas se forcer à faire les choses. Donc du coup, il faut avoir un petit côté égoïste. Alors c'est pas bien parce que, enfin c'est pas bien. Notre mental nous dit c'est pas bien d'être égoïste. Si, moi je dis que c'est bien d'être égoïste. Mais en fait, il faut quand même être un petit peu égoïste. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire pour nous, mais quelque part, ça va nous faire du bien et ça va pouvoir rebondir et rejaillir pour les autres. Parce que ce qu'on apprend avec le centre du cœur, quand il est non défini, on a tendance à être trop altruiste. Quand il est défini, on a tendance à être trop égoïste. Ce qu'il faut, c'est équilibrer les deux. Parce que si on ne prend pas bien soin de nous, on ne pourra pas bien prendre soin des autres. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens altruistes qui ne prennent pas soin d'eux, et du coup ils sont épuisés, ils n'arrivent pas à aider les autres comme ils voudraient. Et je leur dis toujours, prenez soin de vous et après vous verrez, vous pourrez prendre soin des autres sans problème. Ouais, mais moi je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'il faut. Moi je dis la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est toi. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, il faut être un peu égoïste et c'est un équilibre en fait des choses. Trouver voilà, que tout le temps penser les autres avant soi, non, au bout d'un moment il faut être égoïste. Voilà, donc si le centre du soi est défini, on a un peu une guidance intérieure qui nous indique dans quelle direction nous diriger. Dans la direction où on doit nous diriger, il y a souvent plusieurs chemins, on va emprunter un chemin, puis on va s'apercevoir de nous-mêmes que c'est pas forcément le bon, on revient et on emprunte un autre chemin. Mais c'est quelque chose qui est vraiment presque de l'ordre de l'intuition. Alors c'est pas la même chose que l'intuition de la rate, mais c'est quelque chose en nous qui nous dit il faut aller vers là. Pour moi c'est encore plus fort que l'intuition, parce que moi je suis très intuitive, moi c'est vraiment quelque chose qui m'habite et je sais que quoi qu'il arrive, je sais que ça va, il faut aller là. Il faut aller, voilà. Toujours aux gens, si vous savez dans quelle direction vous dirigez, ou si vous avez envie, vous avez une intuition, vous avez quelque chose, si vous ne savez pas l'expliquer, vous pouvez y aller. Si vous savez l'expliquer, c'est certainement votre mental qui veut vous diriger dans une direction. Oui, et là c'est important ce qu'il vous dit Frédéric, parce qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le mental, parce qu'on est conditionné pour ça, parce qu'on a les injonctions aussi de cette société. Et je pense que des fois c'est compliqué de faire cette différence entre ce que dicte notre mental et ce que dictent nos émotions tout simplement. Les émotions, notre corps. Moi j'aime bien parler il faut suivre les ressentis de notre corps. Voilà. Alors après c'est plus dur pour les gens qui n'ont aucun de ces centres-là définis. Donc il y a les réflecteurs qui n'ont aucun centre défini, et il y a les gens qui ont les trois centres du haut, gorge et intellect ou couronne de défini, mais aucun en dessous de la gorge. Et du coup, leur autorité passe par un petit peu une interaction avec leur environnement. Pour le réflecteur, ça passe même par le cycle lunaire. Et les personnes doivent prendre du temps pour prendre leurs décisions. Elles doivent discuter avec les autres et ressentir ce que ça fait un petit peu dans leur corps, et à un moment, elles auront leur réponse. Alors c'est quelque chose de très subtil, pour moi c'est même difficile à imaginer, puisque j'ai des centres définis qui me permettent de choisir, mais pour cette personne-là c'est très difficile. Et je me rappellerai toujours une dame réflecteur qui m'a dit mais j'ai mis 3 semaines à choisir ma couleur de rideau. Voilà. C'est des gens qui ont du mal. Nous on va avoir un rideau d'une couleur, générateur on sait tout de suite dire oui ou non. Voilà. Mais un réflecteur a énormément de mal. Pareil pour une maman qui était projecteur mental, donc gorge, intellect et couronne définie. Elle me disait, mais mes filles me disent toujours, maman, tu mets toujours très très longtemps à décider. Mais c'est normal pour elles. Par contre, ces filles sont générateurs et générateurs manifesteurs, donc elles se décident très vite. Elles ont le oui ou non qui vient tout de suite, et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc on a vu les types, donc les 5. Voilà, les 5 types. On a vu les centres. Vu les centres énergétiques, les autorités. Alors après, il y a quelque chose de spécial en design humain, c'est plus difficile de rentrer dans le détail en interview, c'est le profil. D'accord. Donc j'ai expliqué que les planètes étaient dans des portes. Une porte est divisée en 6 lignes. Donc dans la charte de design humain, on voit qu'un soleil, moi par exemple, mon soleil est dans la porte 4, ligne 6. D'accord. Et le soleil d'incarnation, chez moi, il est dans la porte, que je ne me trompe pas, 8, ligne 6 aussi. Et du coup, ces lignes-là vont avoir une influence sur qui on est dans le profil. Et après, on regarde la terre d'incarnation. Donc chez moi, ma terre d'incarnation est dans la porte 49, ligne 2. Ma porte de terre de naissance est dans la porte 49, ligne 2. Et
ma terre de naissance est dans ma porte 14, ligne 2. Et ces deux lignes, 6 pour mes deux soleils et 2 pour les deux terres, font que je suis profil 6-2. Voilà. Chez Ok. vous, je ne me rappelle plus votre profil. Moi, je suis 3-5. Voilà, profil 3-5. Donc il existe 6 profils, on va dire, majeurs en fonction du positionnement du soleil dans la porte. Donc on a le 1-3, le 2-4, le 3-5, le 4-6, le 5-1 et le 6-2. Et ensuite on a 6 profils, on va dire, un petit peu intermédiaires qui vont faire le pont entre les autres profils, parce qu'on a, avec les 88 degrés de décalage entre le soleil de naissance et le soleil d'incarnation, on a la ligne de la Terre qui se décale pas au même moment que la ligne du soleil. Du soleil, oui. Et du coup, on va avoir des profils 1-4, 2-5, 3-6, 4-1, 5-2 et 6-3. Voilà. Alors là, c'est à peu près, chacun des profils sont à 2-3% de présence, et les autres profils sont à, je ne sais plus si c'est 14 ou 17 de tête. Voilà. Donc les gens, on va dire, il y a 12 profils, et ces 12 profils, c'est un petit peu une individualité, mais qui est vraiment pas corrélée à notre schéma. Voilà. D'accord. Et dans une journée, donc le jour de notre naissance, il y a généralement trois profils différents, donc 3 types de personnalités différentes. Ok. Voilà. Et les gens se reconnaissent assez souvent bien dans leur profil aussi. Non, c'est sûr. Donc après, quand on voit le type, l'autorité, le profil, après j'aborde dans mes rapports et dans mon accompagnement les canaux. Voilà, on a parlé des canaux énergétiques entre nos centres définis. Chaque canal, quand il est défini, ça amène une énergie en nous, un potentiel, une compétence, une capacité. Les canaux, c'est les petites barres que je vois sur mon schéma, là. Quand elles se rejoignent, entre deux centres. Okay. Donc là, entre le sacral et le centre du soi, il y en a 2. Vous avez 2 canaux définis. Voilà. Donc ces canaux-là ont une signification sur qui vous êtes. Voilà. Et dans l'énergie du canal, il y a toujours ce que l'on est, mais aussi des petits conseils pour qu'on l'exprime au mieux dans la vie. Et souvent, ces conseils se rapportent à notre type, à une autorité, ou souvent aussi d'attendre le bon moment pour dire les choses. Voilà, parce qu'on a des choses à dire, mais des fois on les dit un peu trop dans la précipitation. Oui, il faut choisir le bon moment. Voilà, il faut choisir le bon moment. Souvent notre type et notre autorité nous aident à trouver le bon moment. Voilà. Et puis toutes nos portes actives, elles ont aussi une signification. Ouais, moi c'est ça vraiment que j'ai eu du mal à comprendre. Donc il y a plein de compétences et de capacités dans ces portes-là. Quand on va dans les clés génétiques, on va dire, on les appelle des dons. Mais pour bien les exprimer, c'est pareil, c'est plein de conseils. Parce qu'il y a des portes actives. Alors, dans le rapport de design humain et dans notre schéma, il y a les portes actives. Donc ça, c'est nos compétences. Voilà. Par contre, il y a 64 portes qui existent. Mais on ne peut pas toutes les avoir. On n'en a qu'une vingtaine qui sont actives. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est être bien aligné à ces portes. Ce n'est pas parce qu'on a d'autres portes qui ne sont pas actives qu'on n'a pas forcément la capacité de cette porte-là. Mais ce qui est très important, c'est d'être aligné à nos canaux, déjà, à nos centres énergétiques, à nos types, à nos autorités. Et puis d'exprimer nos portes, les énergies de notre porte du mieux possible. Voilà. Et dans ces portes-là, il y a 4 portes qui font partie de la croix d'incarnation, qui sont nos 2 soleils et de nos 2 terres. Si j'ai choisi d'appeler cette date prénatale la date d'incarnation, c'est parce que le soleil de design et le soleil et la terre de design sont dans cette fameuse croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est un nom officiel en design humain. Du coup, j'ai préféré appeler un chat et appeler la date prénatale, la date de l'incarnation de notre âme dans le corps. Voilà. Ouais. Alors, cette croix d'incarnation, il ne faut pas la voir comme le but de notre incarnation. C'est pas ça. C'est une énergie à vibrer au mieux et le plus souvent possible pour que la vie nous accompagne sur le chemin. Voilà. Je comprends, c'est pas notre mission de vie ou notre mission d'âme. Il ne faut pas le voir comme une mission, c'est pareil. J'ai du mal avec ce mot mission. En fait, le design humain nous explique, en respectant son type et son autorité, en respectant ses centres, en exprimant les énergies de nos canaux, en exprimant cette énergie de notre croix d'incarnation, la vie s'aligne à nous en fait.
Nous, on s'aligne à nous-mêmes, puis la vie s'aligne à nous et elle nous propose, et elle nous fait des suggestions. Il y a des synchronicités qui se passent dans notre vie. Complètement, oui. Et on va sur notre chemin. Mais quelque part, c'est pas nous qui décidons d'aller sur notre chemin. C'est nous, en vibrant vraiment qui on est, que le chemin s'ouvre devant nous. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Oui, mais moi j'aime beaucoup le mot mission. Donc ça, j'ai bien compris pour le 3 d'incarnation. Moi j'y vois un peu trop ce côté mental qui cherche une mission. Non, moi non, c'est tout l'inverse. Quand je dis mission, c'est vraiment en quoi cette réincarnation dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-là. Alors après, moi en numérologie, j'aborde ce qu'on est venu travailler. Voilà. Travailler, parce qu'on s'inflige nous-mêmes nos propres... Dans la numérologie, elle nous indique ce qu'on est venu travailler, les défis qu'on est venu relever. C'est pour ça, dans l'accompagnement, les personnes qui prennent l'accompagnement complet, je préfère toujours commencer par la numérologie, parce que ça donne bien les bases de qui on est. Voilà. Ensuite, le design humain va nous expliquer... Alors attendez, parce que là j'ai du mal. Quand on prend du design humain avec vous, on commence par de la numérologie ? Ah voilà. Comme je pratique numérologie, design humain, clé génétique, il y a des personnes qui veulent l'accompagnement complet. Total, voilà. Et dans mon choix, je démarre toujours par la numérologie. Voilà. Non, mais je voulais pas qu'il y ait d'amalgame pour les gens. Aussi, la numérologie, c'est la seule discipline des 3 que je pratique qui tient en compte le nom et le prénom des personnes. Ok. Les design humain et les clés génétiques ne le font pas. Du coup, 2 jumeaux ont exactement le même schéma de design humain. Voilà. Et à 2-3 minutes d'intervalle, il y a très peu de différence. Ah ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Et en fait, on a des jumeaux qui sont très différents. C'est normal parce qu'ils ont des prénoms différents. On va aller vibrer leur design humain de manière différente parce que leur prénom va plutôt préférer d'exprimer tel canal ou telle porte énergie. Telle porte ou exprimer plutôt tel centre énergétique que tel centre. Voilà. On peut difficilement exprimer au quotidien toutes les énergies de notre design humain. Donc on va en préférer certaines et nos noms et prénoms vont nous axer sur une direction aussi. D'accord. Donc, vous nous avez dit, vous faites le rapport. Donc ça, soit vous les vendez parce que vous faites des salons, c'est là que moi je vous ai découvert en conférence. Sur salon, je vends les rapports. Sur Internet, sur mon site Internet, je vends les rapports. Quand je me suis plongé dans le design humain, j'ai trouvé que c'était trop pertinent et tellement utile que je me suis dit, il faut que je le mette à disposition d'un maximum de personnes. C'est pas tout le monde qui peut se payer des consultations. Donc je me suis dit, je vais faire des rapports. Tous mes textes sont vraiment personnalisés parce que dans ma pratique, j'ai lu plein de livres différents en design humain et toutes les données qui étaient dans ces livres-là, je les ai un peu synthétisées sur ma façon de voir la vie, aussi sur ma façon d'exprimer les choses avec des phrases assez simples. Parce que moi-même, quand les livres sont trop complexes, avec des phrases trop complexes, j'ai du mal à suivre. Mais c'est qu'on perd les gens après. Voilà, donc j'ai voulu avoir des phrases qui soient le plus simples possible, même si c'est quand même assez technique, le design humain. Et du coup, je vends même les rapports en tarif dégressif pour que des familles puissent acheter 4 ou 5 rapports. Ah, pour la famille entière. Pour mieux se comprendre. Donc ça, vous avez un site internet. Tout à fait. C'est designhumainpourtous, tout attaché en minuscule.com. De toute façon, ça, je vous le mettrai en fin de la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a son rapport et ensuite on a ce fameux accompagnement. Tout à fait. Donc c'est quoi, par 2 séances ? Alors, le rapport, on va dire, les gens qui ne peuvent se payer que le rapport ont le rapport. Et ensuite, les personnes qui choisissent l'accompagnement, je ne leur envoie pas le rapport. En fait, on discute sur le rapport, un accompagnement, et c'est là où la personne va dire « Tiens, je ne suis pas d'accord avec ce point-là », ou alors « Ah oui, ce point-là… » On y arrive, les amis. Voilà, et du coup, quand la personne n'est pas d'accord, toujours je regarde un petit peu le reste de son schéma, et je vois ce qui peut un peu des fois perturber. Voilà. Ou souvent, bien souvent, le mental est trop présent et vient perturber un centre énergétique qui a besoin de fonctionner sans que le mental vienne le perturber. Ça peut aussi être le conditionnement enfant. Le conditionnement le plus fréquent que je rencontre, c'est des personnes qui ont la gorge définie, qui normalement doivent être à l'aise pour parler avec n'importe qui, de n'importe quoi. Oui, la communication. Voilà, et qui ne le sont pas. Parce qu'enfant, on leur a inculqué qu'un enfant, ça n'exprime pas son opinion, ça ne parle pas. Et du coup, elles ont été un petit peu brimées au niveau de leur gorge et elles ont été restées conditionnées. Donc je leur dis toujours, non, pour vous c'est super important de vous exprimer. Sinon, vous n'êtes pas aligné. Pour moi qui ai une gorge non définie, c'est beaucoup moins important.
généralement que j'en exprime, c'est que j'ai quelque chose que je trouve intéressant à dire, sinon je ne m'exprime pas. C'est vrai, mais c'est la même chose, on va y revenir de toute façon, puisqu'on va arriver à mon rapport à moi. Et je trouvais ça intéressant que je puisse donner mon avis, parce que c'est le but aussi. Il y a des choses où vraiment je me reconnais à 300%, puis alors, il y a des choses où vraiment je suis en désaccord, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, c'est soit le rapport directement envoyé, Voilà. soit l'accompagnement, et là vous ne donnez pas le rapport et vous expliquez voilà, je le donne après, Exactement. Je donne aussi des enregistrements de la consultation, parce que quand je parle de technique du centre énergétique ou du type, la personne va rebondir avec des questions et des réponses, et pour que ces questions et ces réponses soient disponibles, je rajoute Ben oui, je un comprends. enregistrement. Au tout début de l'interview, vous nous parliez d'une association, ou j'ai mal compris? Alors oui, moi je suis à Montélimar, je suis dans une association de monnaie libre, et c'est à travers tous mes amis de cette association que j'ai démarré, parce que je voulais mettre à l'épreuve la numérologie et le design humain, donc je leur ai fait à 100% monnaie libre. Voilà, pour me dire, bon, je ne vais pas faire payer 1 euro si ce que je leur dis c'est n'importe quoi. Voilà. Donc grâce à eux, j'ai pu pratiquer énormément dans les premiers mois de pratique, pour déjà mieux maîtriser l'outil, voir que c'est vraiment très bluffant, que ce soit la numérologie ou le design humain. Et du coup, après, je me suis dit, bon, tu vas te lancer à le proposer à d'autres personnes et à commencer à accepter d'être payé pour cette pratique. Voilà. Au début, voilà, il y a toujours ce petit sentiment de l'imposteur. Voilà, le syndrome de l'imposteur, voilà, les enfants. Oui, mais après vous avez raison, je trouve que effectivement quand il y a une activité au départ, il y a des ratifications, j'appelle ça. Après c'est de choisir la méthode qui nous correspond le plus. Mais effectivement, moi, parce que je vous l'ai peut-être pas dit au départ, mais Frédéric, en fait, moi je l'ai découvert au salon d'Avignon l'année dernière. Et j'étais venue à la conférence du design humain, donc à l'initiation, et j'avais adoré parce que effectivement vous avez le côté très structuré, donc on rejoint sur l'ingénieur. Voilà, c'est très structuré, on sait où on va, mais il y a quand même ce côté très émotionnel, très cœur. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a le mélange des deux, du coup. Là, l'avantage, c'est que justement, avec mon centre des émotions et mon cœur défini, ça sort obligatoirement de moi quand je fais quelque chose qui me passionne, les gens le ressentent. C'est ça. Voilà. Non, puis on était nombreux, donc j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai rappelé Frédéric un an après pour lui proposer cette interview. Donc, on va venir à mon rapport. Donc, que j'ai lu avec attention hier. Mon type, je suis générateur. Profil 3-5. Autorité, la clarté émotionnelle. Et la croix d'incarnation, je suis croix de l'angle droit de l'Éden. Voilà. Donc moi, des choses, parce que je ne vais pas rentrer dans tout, des choses que j'ai retrouvées qui me ressemblent à 300%, c'est que je suis une grande bosseuse. Voilà. Oui, et que j'ai beaucoup d'énergie du matin jusqu'au soir. Voilà, le générateur, c'est ça. Le générateur ne perd pas trop d'énergie dans une communication effrénée. Voilà. Non, alors ça c'est marrant que vous posiez là-dessus. Au départ, j'étais pas d'accord parce que moi je crois que la gorge n'est pas définie chez moi. Non, comme moi. Et au début j'ai lu, j'étais un peu chiffon. Et en fait je dis non. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'au départ plus jeune j'avais beaucoup besoin de m'exprimer, de parler. Et en fait aujourd'hui on me dit mais Fabricia t'as énormément changé. En fait je suis très silencieuse aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en fait vous respectez mieux par rapport à cette gorge. Voilà. Et je n'ai plus ces silences ne me font pas peur en fait. On va dire les centres non définis ont tendance à refléter les centres définis des autres. Le mot d'ordre, c'est le silence est d'or. Voilà, moi, quand j'ai lu ça dans un des livres, j'ai dit oui, ça c'est une phrase pour moi, ça me correspond tout à fait. C'est une phrase pour moi depuis à peu près maintenant 5 ans. Ce qui n'empêche pas que quand on commence à me faire parler de choses qui me passionnent, on appuie sur le bouton, je suis inarrêtable. Voilà. Mais si on essaye de me faire parler de choses qui ne m'intéressent pas, alors là, il n'y a personne. Non, mais j'aime bien le silence est d'or. Et moi, en fait, maintenant, aujourd'hui, quand je parle, c'est que j'ai quelque chose à dire, en fait. Et je pense, c'est pour faire le lien aussi pour les spectateurs. On parle de conditionnement. Moi, les silences, c'était pas possible dans ma famille, quoi. C'est des trucs malaisants, avec l'émotionnel. Il faut absolument combler ces vides. Bon, les portes, je vous avais dit, j'avais un peu du mal à comprendre, mais du coup, avec vos explications, je comprends un petit peu mieux. Là, moi, j'étais pas forcément d'accord. Donc, j'ai dit générateur, c'est beaucoup d'énergie, du matin jusqu'au soir. Moi, je n'ai pas de pic de... Moi, j'ai toujours la patate. Je me lève le matin jusqu'au soir. Mes heures, c'est plutôt minuit, 1h. Jusqu'à minuit, 1h, je suis très énergique. Là où j'étais pas d'accord, alors une partie de ma vie, mais ça revient à ce qu'on dit, donner trop d'énergie pour des choses qui ne me correspondaient pas, je suis d'accord.
Ça s'appelle des erreurs. Et effectivement, je n'ai pas écouté mon moi. J'ai été dans des mauvaises directions. Mais là, aujourd'hui, là, j'ai un peu plus de mal. C'est que moi, à chaque fois que je décide de faire quelque chose, donc il faut savoir que j'ai fait beaucoup de choses, en fait, je finis tout. Voilà. Parce que moi, maintenant, quand je me lance dans quelque chose, tout est structuré. Et par contre, c'est la diversité. Je multiplie, je multiplie, je multiplie. Par contre, très tôt, moi, c'est que je vais jusqu'au bout du truc. Alors, parce que vous démarrez les choses, que votre sacral vous dit de démarrer quelque part, ou votre centre du soi, puisque les deux sont définis. Voilà. Le risque, ce serait de démarrer des choses pour faire plaisir aux autres, par exemple. Voilà. Ça, c'est très tôt, non, chez moi. Non, mais c'est le risque de personne. Hein. Oui, donc d'être trop. Voilà, tout à l'heure, je parlais des personnes qui ont la racine définie, vont démarrer plein de choses, et notamment les choses pour faire plaisir aux autres, mais du coup, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de ce qu'elles ont éventuellement promis de faire, surtout avec un cœur non défini, qui des fois a tendance à vouloir promettre des choses aux autres pour montrer sa valeur. C'est ça. Donc moi, le soi est défini. Donc Ouais. ça, je m'y retrouve. Donc, voilà. C'est-à-dire la direction à prendre, de ce que j'ai besoin pour être heureux. Impossible de vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est bien vrai, Frédéric, je vous confirme. Je suis pareil. Donc, Mais ça, c'était très tôt dans ma vie. Dès 3 ans, c'était je veux pas, je veux pas. Donc moi, je m'y retrouve beaucoup. Il y a juste quelques petites choses où je suis pas forcément d'accord. Mais comme vous dites, je pense que c'est là où il faut faire la différence entre est-ce que c'est mon mental. Voilà, est-ce que c'est le mental qui a du mal avec cette fonctionnalité? Est-ce que c'est un conditionnement qu'on n'a pas encore fini de travailler aussi? Ça peut arriver. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, les amis, pour répondre à la question, est-ce que ce rapport de design humain a été utile pour moi? Oui. Parce que je dirais qu'à 80% en tout cas, c'est moi, je m'y retrouve vraiment beaucoup. Et voilà, après, il y a des petites subtilités où je ne suis pas franchement d'accord. Mais comme on dit, c'est là que je pense qu'il faut échanger. Et voilà, et voir peut-être un autre angle de vue qui va amener, surtout avec des exemples, parce que moi je suis très exemple dans la vie. Des exemples de vie pour comprendre quelle situation peut amener à ce désalignement, soit sur le centre énergétique, soit sur la porte, soit sur le canal. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bel outil. Voilà, pour la connaissance de soi. Et ça rejoint tout à fait ce que je suis. Quand on commence à travailler sur soi, ça prend plusieurs années, on va pas se mentir. Mais le but, c'est vraiment de s'aligner. Moi, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne d'interview, pour vous aider, tout à chacun, de se découvrir encore plus, de pouvoir améliorer des choses, garder aussi ce qui est déjà bien, faut pas non plus l'oublier. Et je pense que se comprendre vraiment avec ce rapport, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça aide, quoi, clairement. Oui, on s'aligne à soi-même, on arrête de faire plaisir aux autres ou de répondre oui quand on a envie de répondre non. On essaye de s'écouter, voilà, d'écouter son corps, ce que nous dit notre corps, plutôt que d'écouter ce que nous dit notre mental. Oui, et je trouve que c'est chouette, donc déjà pour soi, mais aussi de comprendre les relations aux autres. Peut-être, vous donniez tout à l'heure l'exemple d'un couple. Mais par exemple, pour les couples, avoir chacun le design humain de l'autre permet de mieux comprendre l'autre. Oui, la compréhension de l'autre. De comprendre pourquoi l'autre, quelqu'un qui a la racine définie, ne va pas comprendre pourquoi l'autre qui a la racine non définie, il ne démarre pas au quart de tour à chaque fois. C'est pas possible. Voilà. Donc au moins, c'est sûr. La personne se dit, ok, c'est normal, c'est sa nature, je vais respecter ça et je vais agir différemment. Voilà. Donc ça permet de mieux se comprendre et de se respecter. Alors, à titre individuel, ça permet de mieux se respecter soi. Et à titre de couple ou de famille, ça permet de mieux respecter l'autre. Oui, puis je pense surtout quand on a des enfants. Aussi pour les enfants. Alors, voilà un exemple pour les enfants, par exemple. Des parents générateurs, manifesteurs, plein d'énergie, qui font plein de sport et tout, qui ont un enfant projecteur ou réflecteur, faut surtout pas le forcer à faire du sport. Il fait du sport s'il en a envie, mais il ne faut pas le forcer à faire du sport. Voilà, ça c'est la priorité, par exemple. Mais combien de papas, moi j'ai amené mon fils qui voulait faire du foot avec ses amis, j'ai amené. Quand mon fils m'a dit j'arrête, il a arrêté, pourtant il est générateur. Un enfant projecteur ou réflecteur, projecteur mental ou réflecteur qui n'a aucun centre défini ne peut pas pratiquer du sport aussi intensément que d'autres enfants. Donc il faut que les parents respectent cela. Si l'enfant a envie de faire du sport, il fait du sport. S'il n'a pas envie, on le laisse tranquille. Voilà. Après, quand on a un enfant manifesteur, par exemple, et qu'on n'est pas manifesteur soi-même,
ça peut être difficile de comprendre parce que l'enfant manifesteur est indépendant. Or, les parents, ils sont là pour, on va dire, contrôler l'enfant. Donc, du coup, c'est perturbant. Et en fait, il faut que les parents comprennent que l'enfant manifesteur a besoin d'indépendance. Donc, il faut qu'ils apprennent déjà à bien communiquer avec lui parce que le type manifesteur doit informer les autres. Donc, ils doivent avoir cette relation avec leur enfant pour que leur enfant puisse leur dire « je veux faire ceci, je veux faire cela ». Et les parents doivent arriver à le laisser faire ce qu'il a envie en y mettant un cadre sécuritaire, parce qu'on ne peut pas non plus le laisser faire. Bah oui, on ne peut pas tout laisser faire. Oui. Mais s'il empêche par exemple d'aller à une soirée avec des amis, l'enfant manifesteur, 3 sur 4, il va sortir par la fenêtre pour y aller. Voilà. Je ne suis pas manifesteur, mais c'est ce que je faisais. Hein. Voilà, donc voilà, une fois que les parents comprennent le type manifesteur, bah déjà ils vont beaucoup plus communiquer. Parce qu'il faut que le manifesteur informe clairement ce qu'il a besoin pour que ça se passe bien. Voilà, le manifesteur recherche la paix. Par contre, quand il oublie d'informer les autres de ce qu'il fait, de ce qu'il veut, généralement, il va se passer des situations qui vont mettre le manifesteur en colère. Voilà. Et du coup, quand il est dans la colère, il est très loin de la paix qu'il recherchait. Voilà. Ah bah forcément, à l'extrême. Voilà. Le projecteur, lui, recherche le succès. Et quand il ne respecte pas son type d'attendre la reconnaissance ou d'attendre l'invitation pour faire les choses, il va développer un sentiment d'amertume. Pourquoi ? Parce qu'il va faire les choses sans y avoir été invité, sans avoir été reconnu compétent pour le faire. Et au travail, par exemple, il va ranger un endroit à sa façon, parce qu'il estime que ça sera mieux comme ça, et il va attendre que quelqu'un au travail lui dise « Wow, c'est super ce que tu as fait », sauf qu'il n'aura pas. Parce qu'au travail, il aura 70% des gens qui seront générateurs ou générateurs manifesteurs, qui n'ont aucun besoin de reconnaissance, donc du coup qui ne vont pas donner de la reconnaissance au projecteur. Donc je dis toujours au projecteur, si au travail vraiment vous avez envie de faire quelque chose, qu'on ne vous le demande pas, allez au moins demander à votre responsable si ça serait bien que vous fassiez ça. Votre reconnaissance, vous allez la rechercher, mais au moins ça vous évitera de développer un sentiment d'amertume parce que vous ne serez pas reconnu pour ce que vous aurez fait. Voilà. Oui, je comprends. Un générateur manifesteur, ça fait les choses parce que son sacral lui dit de faire les choses. Et du coup, c'est une autosatisfaction. Il n'y a pas besoin de reconnaissance. S'il y a de la reconnaissance, c'est mieux, mais il n'y a pas le besoin. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai jamais attendu la reconnaissance. Le projecteur a ce besoin de reconnaissance et quand il n'a pas, il y a un sentiment d'amertume qui se développe et au travail, c'est pas bon parce que quand on accumule les sentiments d'amertume, après, on se dit c'est quoi cette société, je m'en vais, je pose ma démission, je vais voir ailleurs. Mais si ailleurs, le projecteur fait la même chose, ça sera le même problème. Donc il ne sera jamais heureux nulle part en entreprise en fait. Et j'ai une amie de mon association à qui j'avais fait donc, son design humain, et quand elle a compris que son type projecteur, elle ne devait rien faire sans y être invitée, elle dit mais ça m'a sauvé la vie, j'ai arrêté d'aider les gens qui ne me le demandaient pas. Voilà, parce qu'elle avait ce côté altruiste d'aider tout le monde, mais personne ne reconnaissait que l'aide qu'elle a apportée c'était bien. Bon, maintenant, elle n'aide que les personnes qui le demandent. Ouais, et puis surtout l'énergie, quoi. Oui, aussi l'énergie. En plus, elle a moins d'énergie en tant que projecteur. Moins d'énergie, si elle n'est pas remerciée, il n'y a pas de reconnaissance en face, elle est frustrée. Donc ça fait un peu beaucoup, oui, effectivement. Oui, tu peux comprendre que ça peut sauver des vies. Merci Frédéric. Merci Fabricia pour ton invitation. De rien. Comme promis les amis, voici toutes les coordonnées de Frédéric. Donc pour rappel, il est numérologue, accompagnateur en design humain et aux clés génétiques. Vous pouvez le joindre au 07 49 40 35 11. Son site internet www.designhumainpourtoustoutattaché.com ou www.ouvronsnotreconscience toutattaché.com. Vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous tapez Frédéric Stéphan, vous allez le retrouver, et également sur Instagram, Frédéric Stéphan, alchimiste. Frédéric nous propose 2 ouvrages. Donc le premier, c'est L'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse. Donc il parle du conditionnement de notre société duquel il faudrait se libérer. Et le deuxième, c'est un livre écrit par Philippe Guimand, ingénieur métaphysicien, et c'est La physique de la conscience.
Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet échange vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le design humain et comment il peut nous aider à mieux nous connaître et à mieux interagir avec les autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous et surtout à laisser des commentaires. Est-ce que vous connaissiez déjà le design humain avant cette interview ? Est-ce que vous avez déjà exploré votre type, votre profil ou vos centres ? Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Ou vous êtes plutôt intrigué, un peu sceptique ? Ici, vous le savez, on est dans un espace bienveillant et ouvert, sans jugement. Donc, quelle que soit votre opinion, elle est toujours la bienvenue. Moi, j'adore vous lire et vos retours font vivre cette chaîne. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines rencontres. Et en attendant notre prochain voyage, moi, je vous embrasse et prenez soin de vous.